Tiens, voilà un pigeon voyageur. Mais c'est Ernest. Il nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. Le canal de la Souchet, miroir du temps et de l'histoire. Si l'eau avait une voix, celle du canal de la Souchet aurait sans doute une multitude d'histoires à nous murmurer. Ce ruban liquide, long de presque 10 km entre l'Anse et la Deûle, n'a pas toujours été ce havre de nature où se reflètent désormais les ailes des foulques et l'ombre des saules pleureurs. La rivière de la Souchet, utilisée dès le XIIe siècle pour l'acheminement de marchandises, est délaissée au profit des routes pavées en 1791. Un siècle plus tard, à la faveur de l'essor industriel, le canal ressuscite et devient un chemin stratégique pour le transport du charbon. Le pain noir du bassin minier quittait les abysses de la terre pour être embarqué sur des péniches en partance vers Lille ou Paris, carrefour d'horizons plus lointains. Leur clapotis berçait l'espoir des uns et la peine des autres, dans une cadence dictée par le charbon. Elles glissaient lourdement, chargées jusqu'à la ligne de flottaison, tandis que leurs mariniers, ces gens d'en haut, comme les appelaient parfois les gueules noires, vivaient sur l'eau dans un monde bien à eux. L'eau y était noire, chargée de houille et de labeur. Deux espaces parallèles se côtoyaient, l'un sous terre, l'autre sur l'eau, tel un miroir. Chacun servait, et le savait, la florissante compagnie des mines de l'Anse et ses riches clients. Chaque matin, les mineurs, encore embrumés, émergeaient des corons, traversant parfois le canal sur de frêles passerelles ou longeant les berges en silence. Ils disparaissaient dans la profondeur de la fosse pour en extraire le charbon que les péniches viendraient charger plus tard. Peu à peu, ce travail souterrain sculptait le paysage de ces montagnes coniques de résidus noirs, les terris. Sur les rives, le quotidien des bateliers n'était guère moins rude. La cale des Fraissinet résonnait du fracas des pelles déversant la houille, tandis que sur le pont, la vie grouillait. Les enfants jouaient au milieu des cordages, les femmes s'occupaient du linge et de la cuisine dans la cabine étriquée, et les hommes guidaient le timon au gré des méandres du canal. Sur le chemin de halage, ces géants glissaient dans un balai sans fin, d'abord tirés par des bras d'hommes, puis par des bêtes, et enfin des machines et des moteurs. C'était un monde où l'eau et la terre, l'ombre et la lumière, le travail et la fatigue se croisaient sans cesse, témoignant d'une époque où chaque goutte de sueur alimentait le progrès industriel. Et puis un jour, le grand calme. Avec la fin de l'exploitation minière, le canal est tombé en léthargie. L'eau a changé de couleur, d'abord pour le pire, devenu le bourbier à ciel ouvert d'un territoire en quête d'un avenir, puis pour le meilleur. La nature, patiente, endurante, a repris ses droits, rebouchant les plaies laissées par l'industrie. Écoutez. Ici, un concerto de grenouilles rieuses sur la rive gauche. Et là, une symphonie de pique et pêche frappant le bois avec l'ardeur d'un mineur. L'artère charbonnière est devenue un canal de loisirs. On y marche, on y pédale, on y rêve. Percevez-vous dans le reflet de l'eau l'ombre d'une péniche d'autrefois, glissant vers un horizon disparu ? Associé au projet de la chaîne des parcs, le canal est devenu une promesse de biodiversité, un écrin où le passé dialogue avec le présent. Et si vous grimpiez sur l'un des belvédères, surplombant ces eaux chargées d'histoire, et vous offriez un moment de contemplation de ce paysage façonné par l'homme et réparé par la nature. Merci Ernest pour cette belle histoire. Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés.